Bonjour à tous, bienvenue dans Décoloniser, le podcast consacré à l'actualité antiraciste. Mon nom est Malika Salin et je vous retrouve chaque semaine pour aborder une question en lien avec le racisme. Décoloniser est un espace où parler de lutte, de résistance et où essayer de comprendre comment fonctionne le racisme pour mieux le combattre. « 2001 est une année électorale et la grosse attraction de ces municipales, c'est la liste toulousaine motivée. La liste a choisi ce nom depuis la chanson du disque 100% collègues et elle mélange des citoyens qui sont novices en politique avec des militants qui peuvent être alternatifs, féministes, de quartier, des militants écolos ou bien de mouvements de chômeurs, des artistes aussi, des syndicalistes et puis des altermondialistes. Tactique Collectif est à l'initiative de cette liste. C'est un acteur culturel important de la ville de Toulouse qui a d'abord inscrit son action dans les quartiers. Ils faisaient du soutien scolaire, des événements culturels pour les habitants des quartiers nord, mais ils ont échoué à réaliser leur rêve qui était d'ouvrir un café culturel dans les quartiers. La mairie de Dominique Baudis ne les a pas soutenus et elle a plutôt sanctionné leur militantisme politique. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sorti des disques pour récolter l'argent de leur autonomie. Ça a fonctionné. Et à ce moment-là, ils étaient vraiment déterminés à ne plus compter sur l'argent des pouvoirs publics. Et puis, en fait, ils se sont aperçus qu'on ne prête qu'aux riches et qu'amasser l'argent de leur autonomie, ça a changé l'attitude de la mairie et des collectivités locales qui, à ce moment-là, les prenaient au sérieux et étaient désireux de soutenir leurs projets. Donc, ils sont revenus sur cette décision de ne plus demander de subventions publiques. Alors, cette liste motivée, la presse, elle s'y intéresse énormément. D'abord parce que les protagonistes sont le groupe musical Zebda, qui est très populaire à cette époque, et puis dans une moindre mesure parce que le contenu de la liste est innovant, c'est une forme politique inédite, et une campagne aussi qui a une forme qui renouvelle complètement le genre. Ensuite, la tête de liste est maghrébine. Dans une ville de cette taille, c'est quelque chose de notable, et c'est donc une liste municipale qui va bénéficier d'une couverture média qui est beaucoup plus large que ce qui se fait d'habitude avec des candidatures classiques. Alors ils le reconnaissent, ils profitent de l'image médiatique du groupe et ça fait même partie de leur stratégie et ça paie parce que dès début 2001, la liste est créditée de 12% des votes sans avoir fait alliance avec les Verts et sans avoir fait alliance avec la LCR, ce qui est plutôt énorme. Le candidat PS, François Simon, lui, il compte plutôt sur le deuxième tour pour construire l'union de la gauche qu'il n'a pas réussi à faire avant la campagne. Et il espère aussi recevoir le soutien de Lionel Jospin pendant cette campagne où il n'a pas une visibilité aussi grande que cette petite liste. Au mois de janvier, les motivés organisent une assemblée générale. Pendant cet AG, ils invitent les listes de toute la France à les rejoindre à des états généraux au mois de février. Ça s'adresse soit à des listes motivées qui ont suivi leur modèle, parce qu'il y en a un peu partout en France. Ça s'adresse aussi à des listes citoyennes ou même alternatives comme celle un peu originale de Dieudonné qui se présentait à l'époque à Dreux pour contrer le FN. Le motto des motivés, c'est de faire de la politique autrement. Ainsi, ils ne proposent pas de meeting politique, mais plutôt des concerts à la salle de concert du Bikini où le groupe 100% collègues va venir jouer. Et le monde témoigne. Au gré des commissions de travail, des réunions publiques ou des soirées de concert, on rencontre à la fois des chômeurs, des avocats, des retraités, des beurs, des fonctionnaires, des intermittents du spectacle, des catholiques et des homosexuels. Leur point commun, tout le monde se revendique de gauche. Et Salah Mokrane précise de toute la gauche, pas de l'extrême gauche. Ils insistent sur l'expression démocratique et créent des instances pour que chacun puisse participer à élaborer le programme. Ce qui est assez novateur à l'époque dans cette liste, c'est qu'elle privilégie l'expression démocratique. C'est-à-dire qu'elle va, par exemple, créer des instances internes pour que tout le monde puisse participer à élaborer le programme. Et ce travail interne va s'organiser par thématique. Il va, par exemple, y avoir le thème de la politique de la cité, ou bien celui de la démocratie ou de l'égalité des sexes. Quand arrivent les États généraux, les 3 et 4 février, la synthèse du programme est arrêtée. Les États généraux servent aussi à décider collectivement de ce que les motivés feront au deuxième tour. Il y en a qui refusent catégoriquement toute compromission avec la gauche de gouvernement. Alors eux, le monde les appelle les fondamentalistes. Et puis en face, il y a ceux qui sont plus pragmatiques, qui envisagent les alliances politiques. En tout cas, c'est une question qui est tellement épineuse qu'elle pourrait possiblement faire exploser la liste. C'est en tout cas ce que dit la presse à cette époque. Salah Mokrane explique ce qui est en jeu. Il dit « Si notre ralliement à François Simon était interprété comme la preuve qu'on est entré dans le rang, on aurait perdu notre pari. Mais d'autre part,
Nous sommes Toulousains, nous subissons l'incurie de la droite depuis 30 ans et il y a une occasion de changer ça. Il n'y a pas qu'à Toulouse qu'il y a une liste un peu alternative, il y en a aussi à Chartres, Gagny, Strasbourg, Mantes-la-Jolie, Avignon, Saint-Étienne. Ce sont des listes qui cherchent à obtenir l'adhésion des jeunes, des exclus, des descendants de l'immigration, qui ont en commun avec Motivé de tenter de rassembler autour du dégoût de la politique et puis aussi de l'envie de renouveau. La spécificité de ces listes, c'est qu'elles réunissent des novices en politique qui viennent de cercles très variés, ça peut être des étudiants, des chercheurs, des travailleurs sociaux, etc. Et puis qui ont aussi en commun de refuser la tambouille politique, les magouilles. On retrouve quand même sur ces listes aussi beaucoup d'anciens militants de partis qui viennent là chercher un nouveau souffle loin des appareils. En tout cas, aux États généraux toulousains, on retrouve au mois de février des gens qui sont venus d'Antony, de Colombes, de Grenoble, Parthenay, Strasbourg, Marseille, Condom, Hyères, Gagny, de Rennes aussi où il y a une liste motivée, de Bordeaux où la liste couleur bordelaise est menée par Carfa Diallo, de Mantes-la-Jolie aussi avec la liste menée par Kamel Ben Maklouf. Et à Saint-Étienne, c'est Mohamed Goulam. Le MIB est là aussi parce que eux soutiennent le candidat de Gagny Fethi Benarbia. Lui s'est présenté avec la liste Motivés sans frontières. C'est quelqu'un qui est originaire du quartier du Bas-Chênay et qui a l'ambition avec cette liste de recréer du lien social, de développer le tissu associatif, d'associer les anciens dans des actions avec les plus jeunes et puis finalement de faire bouger les choses et les gens. Saïd Bouamama est là aussi à ses états généraux, lui qui cessait aux listes citoyennes depuis 1989 et qui à ce moment-là vient tout juste de publier J'y suis, j'y vote à l'esprit frappeur, qui est un livre où il évoque la manière dont la citoyenneté est hiérarchisée. Et pour lui, le rêve des municipales, c'est d'arriver à être à la fois révolutionnaire, utopiste et pragmatique. Il regrette quand même qu'à Toulouse, il n'y ait pas plus de jeunes, ni de gens de milieu populaire. Il dit il y a au moins 2 écueils, vouloir délivrer la parole du bonheur sans partir d'en bas, ou vouloir des immigrés sur sa liste parce qu'ils sont immigrés. Dans ces débats, tous vont tenter de répondre à des questions comme quels doivent être les liens entre ceux qui auront des élus et ceux qui n'en auront pas, ou bien comment exister en dehors d'une période électorale, ou encore comment ne pas sombrer dans les travers des partis tout en prenant part au pouvoir. Ils avaient espéré sortir une déclaration commune à la fin des 2 jours, mais finalement ça ne va pas se faire. À la place, ils envisagent d'organiser une université d'été comme le font traditionnellement les partis. En tout cas, toutes ces listes alternatives, ça semble être la tendance marquante de 2001, au point où les Verts, par la voix de Stéphane Paucrin, déclarent qu'ils ont l'impression de se faire voler leur électorat de banlieue. En tout cas, ça plaît à la presse. Libération a consacré une double page à Motivé. Le Nouvel Obs a même fait sa une dessus. Et du fait de son succès dans les sondages, Motivé influe sur les propositions du PS qui essaie de suivre et qui, par exemple, se prononce pour la construction d'une mosquée à Toulouse. Et les sondages jouent, puisque d'après les sondages en février, 25% des jeunes envisagent de voter pour eux. Leur projet, ce qu'ils présentent aussi sur la démocratie participative, ça intéresse, ça surprend aussi. Les journalistes ont l'habitude de côtoyer les politiques, plus rarement les militants. Et donc, quand ils assistent à cet AG et qu'ils entendent des personnes dire que la droite et la gauche c'est pareil, les journalistes, ça les choque, ils ne comprennent pas. Bon, Salam Okran prend quand même le soin de préciser que ce n'est pas la même chose et qu'eux sont à gauche, résolument. En tout cas, en février, les sondages disent que si Motivé rejoint la gauche plurielle au 2e tour, 83% de leurs électeurs les suivront. Donc, ils réfléchissent concrètement à ce qu'ils feraient au 3e tour, c'est-à-dire à ce qu'ils feraient en tant qu'élus. Et toutes ces questions sont discutées dans les instances collectives. Et ce qui va se dessiner progressivement, c'est la nécessité qu'il y ait à Toulouse un contre-pouvoir. Et je prends le temps de détailler tout ça parce que Motivé, c'est un objet qui est méconnu, on peut s'y intéresser par plein d'entrées, mais sur les élections municipales, c'est quand même un lieu où il y a eu des réflexions qui peuvent bénéficier au plus grand nombre, et notamment aux descendants de l'immigration qui souvent s'investissent plutôt dans ce scrutin-là. Donc Motivé, on peut l'aborder comme une liste citoyenne, mais en vérité, c'est pas très intéressant. Macron en est la démonstration aujourd'hui. Novice en politique, c'est une vertu d'un point de vue marketing, mais quand on est aux commandes, ça peut vite devenir une tare. On peut s'intéresser aussi à Motivé du point de vue des quartiers d'immigration, mais ce serait vraiment une erreur. Les Motivés n'ont jamais représenté les quartiers. Les tactiques collectives Zebda sont la gauche avec une teinte quartier-immigration. Ils ont essayé de faire exister les quartiers dans le champ politique blanc en y abordant les questions de participation à la politique municipale, des questions de culture ou même de Palestine. Mais ils ont surtout fait marche commune avec les laissés pour compte de la politique, donc les chômeurs, les féministes, les altermondialistes, les homos, etc.
Parce que chez eux, il y a des militants qui veulent imaginer des solutions en dehors des partis et qui veulent inventer de nouvelles manières de faire de la politique qui ne soient pas top-down, qui privilégient la transparence, qui associent les gens aux décisions qui les concernent. Et même là-dessus, les motivés ne sont pas homogènes. D'ailleurs, leur absence d'homogénéité, elle désarme parce que ça donne une apparence de joyeux bordel qui est révélatrice d'une dynamique, mais qui peut, en période de campagne municipale, être illisible. En tout cas, c'est peut-être une des premières initiatives politiques qui avait rendu visibles les débats contradictoires en son sein et qui l'a fait en ne perdant pas en crédibilité. Donc c'est tout un équilibre à trouver de stimuler des débats internes tout en permettant aux votants de savoir pour quel projet précisément ils votent. Et ça, probablement que Motivé a réussi à le faire parce qu'il y avait à l'intérieur des militants aguerris qui savent mener ce type de travail collectif, et eux sont issus des mobilisations de gauche qui étaient très fortes dans les années 90. Ils venaient là parce qu'ils voulaient aller un peu plus loin dans leur démarche politique. D'ailleurs, ces militants, ce sont ceux qui freinent le plus à l'idée d'une alliance de second tour. Or, la pression est forte parce que en février, les sondages disent que si les Motivés acceptent l'alliance avec le PS au second tour, la gauche gagnerait. En tout cas, ce que Motivé à incarner dans le champ politique, c'est plutôt la question de la participation et de faire la politique autrement. Saïd Bouamama, qui s'était emballé pour la nouvelle citoyenneté, il s'en est rapproché parce qu'il a trouvé des points communs, d'une certaine manière, même si lui, sa notion, elle est plus individuelle, il n'est pas allé aussi loin dans cette réflexion. Et dans cette idée de faire de la politique autrement, il y a l'idée d'impliquer des novices en politique. C'est d'ailleurs ce qui a fait que les Motivés et la LCR ne sont pas partis ensemble, parce que le parti LCR ne pouvait pas imaginer laisser ouverte l'écriture du programme. Leur culture politique, elle est complètement à l'opposé. Mais c'est aussi peut-être par méconnaissance, parce qu'il ne s'agit pas de donner la main à des gens incompétents, il s'agit plutôt de s'appuyer sur les compétences des habitants. Et ça peut être, par exemple, de voir les habitants s'engager dans l'analyse des comptes de la mairie, éplucher les décisions qui sont prises pour comprendre les choix budgétaires et éventuellement les contester. Et ça, c'est à la portée d'un grand nombre de personnes. Peu que les gens s'y intéressent. Mais encore une fois, c'est une liste hétéroclite, tout le monde n'y vient pas chercher la même chose. Salah Hamoukran, pour sa part, il a plutôt pour priorité de faire tomber la droite. Et début février, il annonce qu'il est favorable à une fusion de sa liste avec celle de François Simon, qu'il pourrait annoncer dès le soir du premier tour, même s'il refuse d'avance toute délégation. Cette décision, elle est quand même remise à l'Assemblée générale qui se tient autour du premier tour. La veille de ce premier tour, les sondages donnent les Motivés à 15%, ce qui est énorme par rapport à des listes classiques d'extrême gauche ou des listes citoyennes, et finalement ils vont faire 12,4%, ce qui les place en arbitre du deuxième tour. Et leur présence apparemment a aussi augmenté le taux de participation à l'élection. Donc ils les organisent leur AG, ils sont 263 membres fondateurs de la liste à voter, et à 83,5%, ils vont voter le soutien au candidat socialiste. C'est ce qu'espérait Salah Hamoukran. La presse nous dit que c'est la mine réjouie qu'il proclame le résultat de ce vote interne en ajoutant « Il n'est pas question pour autant qu'on rentre dans le rang, maintenant ça ne va plus être pareil, quel que soit le maire, on va lui coller au cul ». Et ils terminent leur AG en chantant une chanson écrite par les Hebda pour ce second tour, Oust Doust, qu'ils vont d'ailleurs diffuser gratuitement dans la ville. Allez Oust, allez Oust. Il est arrivé en disant je me l'ai fait, et pour commencer je me pointe au TFC, puis j'irai au stade juste avant le Capitole, je vais leur en donner moi de l'accent agricole, mais tu nous as pris pour des têtes de dindon, allez, ta langue de châtaigne, tes promesses bidons, allez, ma parole tu nous as pris pour des langoustes, allez oust. Je vais te les charmer à la façon Baudis, l'arrêt sur le côté de Lacoste et de Lévis, puis faire un poème sur la Garonne en gros, des petits mots qui sonnent façon Claude Nougaro, mais tu nous as pris pour des têtes de dindon, ta langue de châtaigne et tes promesses bidons, ma parole tu nous as pris pour des langoustes, allez oust. Alors Doust Blasi, lui, il va jouer la tactique de la panique arabe. Il va faire campagne sur pas d'arabe au Capitole, et alors même que la tête de liste est François Simon, il va davantage évoquer Salah Hamoukran pour faire peur aux gens. Il ira même jusqu'à demander à débattre avec Salah Hamoukran. Et il va aussi jouer sur le manque de confiance. Puisque c'est un mode d'organisation politique municipale alternatif où on ne trouve pas des professionnels de la politique, Doust va les faire passer pour des incompétents et des fragiles.
Et ça fonctionne parce que la plupart des votants ignorent totalement comment fonctionne la vie municipale et donc pensent qu'il y a besoin d'être originaire d'un parti traditionnel pour savoir gérer une mairie. Il faut toutefois ajouter que l'Assemblée générale n'a pas juste voté le soutien au candidat PS. Elle a aussi voté quel lien les motivés auraient aux socialistes après le scrutin. Ainsi, ils ont décidé que s'ils fusionnaient, ils ne participeraient pas à l'exécutif. Ils n'exigeraient aucun poste d'adjoint. Ils ne signeraient aucun programme commun. Ils refusaient toute fonction dans les centres sociaux, les centres culturels, les offices HLM, etc., qui sont tous les leviers clientélistes d'une municipalité. Donc pas de responsabilité à l'exécutif et surtout pas de solidarité budgétaire, c'est-à-dire que s'ils sont contre une décision budgétaire, ils votent contre, indépendamment de la majorité socialiste. Et surtout, ils exigeaient du leader socialiste une application stricte de la proportionnelle dans la manière dont les places étaient réparties dans la liste recomposée pour le deuxième tour. Ça voulait dire 13 sièges de conseillers municipaux sur 54 en cas de victoire de la liste commune. On voit qu'en focalisant sur tous ces points, les motivés investissaient davantage sur ce qui allait se passer dans le conseil municipal que dans la campagne. Et Salam Okran explique à l'époque « Nous sommes là pour tenir un rôle actif en devenant le relais des aspirations citoyennes comme une caisse de résonance. » Et du coup, ils ont inventé une formule d'indépendance association appliquée à un conseil municipal. Donc ils ont perdu, 12 à gagner. Avec François Simon, les motivés n'ont recueilli que 50,88% des votes. Et 4 candidats de la liste motivée siègent au conseil municipal de Toulouse, où ils constituent un groupe d'opposition. L'été 2001, ils organisent des diversités d'été sur les thèmes de l'identité, de la démocratie, des rapports de force politiques ou sociaux. Et pendant 2 jours, ils vont parler de thèmes comme identité, pluralité, démocratie ou bien rapports sociaux de domination. Et il y a beaucoup d'universitaires et de militants aussi qui sont venus, des gens engagés dans des listes municipales aussi à Bayonne, Marseille, Bondy, Colombes, Paris, La Roche-sur-Yon. Pendant ces diversités d'été, il y a des ateliers, des tables rondes, des forums. Ils parlent des discours sécuritaires, de la refondation sociale du MEDEF ou bien de l'économie solidaire. En tout cas, dans les nombreuses leçons générales à tirer de cette expérience, il y a quand même que la proposition des motivés, elle s'appuie sur un constat qui est juste, c'est que le monde politique a ses règles propres. C'est un milieu à part entière. Pour y rentrer, il faut quasiment se professionnaliser. Et il fonctionne aussi par coterie, c'est-à-dire des gens qui, depuis des générations, reproduisent un système qui bénéficie à un petit nombre d'initiés. C'est particulièrement vrai au niveau local et tout ça, ça dépossède les habitants et encore plus les habitants des quartiers qui, eux, dépendent totalement du monde associatif et des organismes publics de logement ou autres. Donc les partis, dans le fonctionnement municipal, ils participent à déposséder les habitants, à les éloigner du conseil municipal qui pourtant est le lieu où se prennent des décisions qui les concernent très directement. Donc jouer selon les règles des municipales quand on est non initié, c'est presque perdu d'avance. Comme pour tout scrutin, ce sont les grosses listes qui l'emportent et les petites, elles ont beaucoup de mal à exister. Donc cette expérience toulousaine, finalement, ça reste une des rares fois où ces règles immuables ont été mises à mal. Il ne serait pas exact de dire que ce sont de simples citoyens qui ont initié ça. Pour inventer, il faut d'abord maîtriser. Donc les gens qui ont lancé cette liste, ils avaient une connaissance très vive du monde politique, de ses règles et du fonctionnement complètement biaisé des mairies. Et c'est à partir de cette connaissance, de cette observation et de l'analyse de tout ça qu'ils ont pu construire de nouvelles règles, comme par exemple la charte des élus, qui tente d'être reproduite depuis un peu partout en France. Maintenant, de là à présenter cette liste comme une avancée pour les quartiers, comme une liste de l'immigration et des banlieues, c'est pas du tout exact. Il y a certaines des préoccupations et des revendications de l'immigration et des banlieues qui y ont eu une place, parce qu'il y avait quelques indigènes sur cette liste et qu'ils les y ont portés, et parce que le fonctionnement aussi l'a permis, quand une liste classique, elle aurait verrouillé le programme d'avance. Mais c'était des positions qui étaient finalement à l'image du mouvement social de gauche, qui dans cette liste a retrouvé ses marqueurs sur le racisme, sur l'égalité homme-femme, et puis sur tout un tas d'autres questions. Donc si ça existait dans cette liste, c'était un des aspects. Aussi, évidemment, cette tête de liste, s'il avait fallu attendre qu'elle vienne des partis, ça aurait pris énormément de temps. Maintenant, le résultat donne une liste qui est à l'image de la ville, qui est diverse, mais cette diversité, c'est pas le résultat d'un casting pour marketer la diversité, c'est plutôt le fruit d'un processus démocratique qui est plus long, qui nécessite beaucoup plus de travail, de discussion, de négociation, et le résultat, évidemment, comme toujours, est imparfait. Après, cette partie municipale, cette phase 2000-2001, ce n'est qu'une phase, puisque après l'élection, Motivé va devenir un groupe politique au conseil municipal avec des élus d'opposition et un groupe
totalement distinct du groupe socialiste qui est aussi dans l'opposition. On sait que l'élection, c'est un moment qui est palpitant, qui passionne la population. Le conseil municipal et ses délibérations, ça l'est beaucoup moins. Or, le groupe motivé va là aussi tenter de construire des outils pour que le conseil municipal ne soit pas la citadelle qu'il est bien souvent. Et là, ce qui va se construire, c'est plutôt des outils qui permettent aux habitants de suivre ce qui se dit, se décide à la mairie, de le comprendre et éventuellement d'intervenir dedans. Ils vont aussi avoir un rôle d'opposition, être le relais de ce qui se passe dans la ville, puisque le mot d'ordre de ce groupe était « la démocratie ne s'use que si on ne s'en sert pas ». Donc c'est une tentative de décloisonnement qui est toujours menée collectivement et qui va à rebours totalement de toute culture politique partidaire où la règle c'est plutôt de se faire un nom, de faire carrière, où la compétition règne, où l'image et la représentation prennent le pas sur l'intérêt commun et sur la gestion responsable aussi. Et puis tout ça nous mène au clientélisme et à plein d'autres pratiques détestables. Après, les effets pervers de cette expérience motivée, c'est que le récit médiatique d'une liste populaire et festive a complètement masqué le travail politique. C'est-à-dire que c'était une stratégie de communication qui voulait rompre avec la politique à l'ancienne, le meeting, le tract, et donc appliquer les techniques événementielles à la politique. Alors ça a marché, ça a apporté de la visibilité auprès d'un public qui ne s'intéresse pas à la politique, mais ça a enfermé l'initiative dans l'image des Zebda, et encore plus dans celle de Majid Cherfi, qui avait le plus de visibilité, et dans une moindre mesure de Mustapha Amokran et de Salah Amokran. Et quand le public s'est mis une image en tête, c'est extrêmement difficile de la faire évoluer. Enfin, c'est pas une liste qui peut changer un système qui est rodé depuis des décennies. Même en jouant le collectif, cette liste a disparu, par exemple, derrière l'image de la tête de liste, parce que la politique, elle personnalise. Sans personnalisation, on ne peut pas avoir de vote, on ne peut pas avoir d'adhésion. Et donc, pour les Toulousains, Salah Amokran de cette époque reste celui qui a incarné l'espoir d'un changement, d'un renouveau pour la ville et pour les quartiers. Ça, c'est un fait incontestable. On entend parfois motiver, c'est des Blancs, ils ont fait alliance avec le PS. Bon, on voit que c'est un peu court et lapidaire pour décrire une initiative politique qui, encore une fois, a donné lieu à beaucoup d'études à cause de l'étincelle qu'elle a déclenchée dans un domaine qui était complètement sclérosé. Mais il faut avoir été induit en erreur par le discours médiatique surmotivé pour penser que c'était une liste d'indigènes. C'est pas non plus une liste d'extrême gauche, ni une liste citoyenne. C'est plutôt une liste qui a tenté de penser les conditions pour rompre avec la dépossession des habitants de leur municipalité. Et puis, c'est aussi le lieu où le mouvement social a prolongé son engagement en politique. Et un des moyens d'atteindre ça, ça a été de distinguer la campagne de l'action menée par l'élu ensuite, et de penser l'action de l'élu. Et donc l'alliance avec le PS était une alliance qui était stratégique puisque le groupe municipal conservait son autonomie. Et ne serait-ce que sur cette campagne, il y a probablement des enseignements à tirer, des constats à reprendre, des tentatives desquelles s'inspirer, parce que le scrutin municipal, ça reste celui qui est le plus investi par les descendants de l'immigration. Or, par inexpérience et par manque de travail stratégique en amont et travail stratégique collectif, la majorité se font complètement balader. En matière d'antiracisme, en 2001, on parle beaucoup des discriminations, et notamment des discriminations systémiques. L'État fait semblant d'agir dessus. Elisabeth Guigou invite les associations pour une table ronde sur les discriminations. Elle les consulte parce qu'elle veut améliorer les commissions d'accès à la citoyenneté. Elle invite le MRAP, la LICRA, SOS, la LDH, le GISTI, la CIMAD, la Ligue de l'enseignement, des syndicats aussi. Et puis, dans cette discussion, les associations lui font remarquer qu'il y a quand même un décalage entre le discours et les actes concrets. Certains dénoncent la préférence nationale dans certains emplois. On y parle aussi de logement social. Mais bon, personne n'en attend grand-chose. Ces tables rondes, ça reste du symbole, un jeu de dupes. Politiquement, l'important du combat ne se joue pas là. On est encore en plein dans la deuxième intifada et ce sujet occasionne des affrontements politiques très forts et surtout ça va déclencher la reconfiguration de la question antiraciste en France et la naissance de l'antiracisme institutionnel. Donc il fallait quand même prendre le temps de se pencher sur la conférence de Durban parce que Durban, ça a été un galop d'essai pour l'antiracisme institutionnel. Il s'est échauffé à Durban pour ensuite se déployer largement en France à travers l'offensive du nouvel antisémitisme. Et les acteurs de l'antiracisme institutionnel, ce sont l'État, les médias et puis les ONG. Alors deux types d'ONG. D'un côté les ONG sionistes, dont c'est le but premier,
et puis celles qui sont pro-sionistes par intérêt. Et là, on va retrouver des féministes, des LGBT, des minorités opprimées par les pays du Sud, etc. Par exemple, Caroline Fourest, si on la découvre aujourd'hui en 2021, on se dit ah, le combat de sa vie, ça a dû être la laïcité. Bah, pas du tout. En 2001, Caroline Fourest, son combat, c'est la lutte contre l'homophobie. Elle est vice-présidente de Prochoix, elle est membre aussi de l'Observatoire du Pax, et elle lutte contre les discriminations contre les gays et pour le mariage des homos. Elle et Fiametta Weiner, en 2001, mènent une campagne contre les maires qui sont anti-Pax. En tant que laïque, féministe, antifasciste, pro-gay, pro-IVG, elles prennent la pétition pour le mariage républicain, qui était une pétition qui s'opposait aux unions de même sexe, et elles en extraient la liste des maires qu'elles publient pour que les gens fassent campagne contre ces maires. Elles luttent contre Bush aussi. Elle dit que Bush, c'est l'extrême droite conservatrice et que le fait qu'il ait été élu aux États-Unis est très inquiétant parce que ça risque de faire reculer l'avortement et les droits des gays. Et puis, qu'est-ce qui l'occupe encore Caroline Fourest en 2001 Love Story. Voilà, elle va écrire sur l'hétérocentrisme de Love Story. Et elle va aussi sortir un film, enfin probablement un nanar puisque c'est sa spécialité. Ça s'appelle Sœurs Innocenta, priez pour eux. Et ça raconte comment un homophobe d'extrême droite est devenu un travesti militant dans le mouvement des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, qui est un mouvement où des gens se travestissent en religieuses. Et puis, Caroline Fourest, elle est à la Gay Pride au mois de juin. Et le mot d'ordre de cette Gay Pride en 2001, c'est « hétéro, homo, tous ensemble contre les discriminations ». Donc il faut bien comprendre que Caroline Fourest, son combat principal, c'est celui-là, et qu'elle ne va aller sur le terrain de l'antiracisme que pour faire avancer son agenda. Et donc là, par exemple, avec cette Gay Pride, les mouvements homosexuels s'engagent sur le terrain des discriminations. Le Monde écrit que c'est la première année qu'il y a une action politique dans cette manifestation, où tout d'un coup, on parle de discrimination au travail, de discrimination dans la vie de famille. Et c'est vraiment la première étape de substitution des minorités blanches aux minorités raciales. Dans l'antiracisme institutionnel, il y a un autre acteur très présent, c'est la LICRA. Elle est sur deux terrains, d'un côté la sacralisation de l'antisémitisme et de l'autre la défense d'Israël. Cette année-là, elle va se mobiliser sur le racisme sur Internet, elle va créer avec l'UEJF une association qui tente de cadrer un peu ce qui se passe sur Internet parce que c'est un nouvel espace de lutte et d'expression et que quand c'est libre, ce sont des gens qui voient ça d'un très mauvais œil. La LICRA est aussi impliquée quand Papon va demander à être libéré pour raison de santé. Là, ça va être un sujet où il va y avoir beaucoup d'affrontements parce que d'un côté, il y a ceux qui considèrent que Papon doit finir en prison à cause de l'horreur de ses crimes, et puis d'autres disent que si on lui refuse ce droit en tant que détenu, ça risque d'ouvrir une brèche utilisée ensuite contre des détenus anonymes dans la même situation. La LICRA va aussi se mobiliser quand des talibans vont imposer aux hindous un marquage. Ils vont dire que ça leur rappelle l'étoile jaune. C'est donc la manière de la LICRA de toujours tout ramener à l'antisémitisme pour construire un statut d'intouchable. Mais il va se passer un autre événement qui démontre bien comment la LICRA est d'abord un ardent défenseur d'Israël en France. Tout a commencé en 1998. La LICRA tombe sur 2 contrats passés par la société El Messeram avec une entreprise des Émirats Arabes Unis. Et sur les contrats, il est écrit « Nous certifions que ces biens sont d'origine française. Ils ne contiennent aucun composant industriel venant d'Israël, ne sont pas d'origine israélienne, n'ont pas été exportés d'Israël et ne contiennent aucun matériau ou main-d'œuvre israélien. » Ce sont des certificats qui ont été écrits par le secrétaire général de l'entreprise et qui ont été validés par un des directeurs de la CCI de Haute-Vienne. Et les mêmes personnes ont signé un autre document qui assure que les marchandises pendant l'export n'utiliseraient aucun moyen de transport appartenant à un Israélien et ne transiteraient à aucun moment sur le territoire d'Israël. Début 89, la LICRA signale les faits au procureur de Limoges. Elle dit « Ce sont des pratiques discriminatoires dans les relations économiques et c'est de la complicité de discrimination raciale et de recel. » Et le procureur accepte de poursuivre l'entreprise. Par contre, il ne poursuit pas la CCI. Ça ne va pas à la LICRA qui fait une citation directe pour que les dirigeants de la CCI se trouvent devant la justice. L'affaire est jugée et la justice décide que l'entreprise et son secrétaire général sont bien auteurs de l'infraction, même s'ils ont agi à la demande d'un commanditaire étranger. La justice dit qu'à partir du moment où ils ont commis l'infraction, ils en deviennent les auteurs principaux, peu importe que les donneurs d'ordre soient passibles de poursuite ou non, puisqu'ils ne peuvent pas poursuivre l'entreprise des Émirats Arabes Unis. Par contre, la CCI et son représentant ne sont poursuivis que pour complicité de discrimination en tant que fournisseur des moyens du délit. Et ils sont condamnés à verser 50 000 francs à la LICRA pour préjudice moral.
le tribunal dit que la manière dont la LICRA s'est procuré les documents lui importe peu. Sauf que la CCI va porter plainte pour vol et recel de vol de documents. Et la police se pointe à la LICRA de Limoges pour saisir la liste des adhérents parce qu'elle soupçonne que ça vienne au départ d'un adhérent de la LICRA. Et la LICRA va riposter médiatiquement en disant « Écoutez bien, on veut nous rafler nos fichiers ». Et le président de la LICRA va dire « C'est une pratique pour le moins curieuse. La dernière fois que la police nous a demandé nos fichiers, c'était en 1941 et il refuse de se soumettre. » Et je vous jure que c'est vrai, Libération va raconter l'histoire en titrant « La justice veut rafler le fichier de la LICRA ». En plus, à l'époque, Patrick Gobert, le nouveau président de l'association, vient de recevoir la Légion d'honneur. Et Gobert, c'est un radical. Au mois de juin, il avait écrit dans le Figaro un édito pro-israélien complètement halluciné qui dépeignait une France qui ressemblait à Berlin dans les années 30. Il écrivait « La France, patrie des droits de l'homme, est le principal pays européen touché par une vague sans précédent d'actes, d'incidents et d'agressions antisémites liés à la situation dramatique au Proche-Orient. » Bon, évidemment, il disait ça pour préparer la conférence de Durban, mais pas seulement. Il appelait les autorités à mettre fin à l'antisionisme, qui était, selon lui, la banalisation de la haine anti-juive sous prétexte de conflits politiques complexes au Proche-Orient. Antisémitisme toujours, la LICRA se mobilise quand Bachar el-Assad est invité en France et elle l'accuse d'antisémitisme. Alors Bachar el-Assad s'en défend, il va sur France 2 et il dit « Dans mon discours devant le pape, je n'ai pas parlé de racisme, j'ai parlé de valeurs dans les religions. J'ai dit que la souffrance du Christ ressemble à la souffrance du peuple palestinien et que le complot qu'a subi le prophète est le même que celui que pratique Israël depuis les négociations pour la paix. » Et il précise qu'il dénonçait le racisme d'Israël à travers les meurtres commis pendant l'intifada et commis depuis sa création. Tout l'antiracisme institutionnel va se mobiliser le jour de sa venue, l'ICRA, CRIF et compagnie. Alors je n'ai pas cité le CRIF jusqu'à présent, c'est parce que bon, c'est évident qu'il en fait partie. La défense d'Israël, c'est un des axes majeurs de son action. Et cette année-là, Ariel Sharon vient en France régler les derniers ajustements avant Durban. Et il rencontre les responsables du CRIF. Roger Kuckerman, qui est président du CRIF à cette époque, lui déclarera « Vous devez absolument mettre en place un ministère de la propagande comme Goebbels ». Et le pire, c'est qu'il a été suivi parce que la propagande va devenir un axe assez important de la politique de légitimation d'Israël. Et le nouvel antisémitisme, ce sera l'argument premier de cette politique propagandiste. D'abord le nouvel antisémitisme, et puis plus tard, on verra, il y aura le sexisme, l'homophobie, la négrophobie même. Mais s'ils sont mobilisés aussi sur le thème du nouvel antisémitisme ici en France, c'est parce que l'ouvrage de Norman Finkelstein qui dénonce l'industrie de la Shoah est traduit en français en février 2001. C'est Éric Hazan qui le publie avec sa maison d'édition La Fabrique, et la France se bat activement pour empêcher ce discours d'exister dans le paysage politique français. Ainsi, Pierre Vidal-Naquet, l'historien, l'autorité morale, refuse de préfacer le livre. Il dit « ça fait résonner la littérature négationniste », et Ronnie Broman, lui, en écrit la postface. Quand le livre sort, Le Monde, le grand quotidien Le Monde, va consacrer un dossier à l'ouvrage et parler aussi de la manière dont il a été reçu en Allemagne. Et que dit Le Monde ? Il dit que ce livre met en évidence les alibis d'un nouvel antisémitisme, ce qui est quand même un parti pris politique. Ça, c'est en début d'année. Pendant l'été, la conférence de Durban est tournée en un tribunal sévère vis-à-vis de l'apartheid israélien. Les nations blanches ont beau hurler à l'antisémitisme. La conférence est un succès parce qu'elle va permettre à des militants antiracistes du monde entier de converger sur plusieurs questions et puis aussi de secouer, ébranler l'assurance feinte des pays anciennement colonisateurs ou actuellement colonisateurs. Et sauf que, une semaine après cette conférence de Durban, l'Amérique est touchée au cœur par les attentats du World Trade Center et comme à chaque fois qu'une nation blanche souffre, le monde entier est sommé de porter le deuil. Et très vite, les intellectuels et les militants palestiniens sentent le désastre arriver. Ils disent « le monde n'aura plus de tolérance pour les attentats suicides et davantage de compréhension pour les initiatives antiterroristes israéliennes ». Ils disent « pour les Israéliens, le gosse qui jette une pierre, le militant qui vise un colon et le kamikaze qui se fait sauter dans une discothèque de Tel Aviv participent d'une seule et même terreur ». Et dès le lendemain du 11 septembre, ils en sont convaincus, la donne du conflit israélo-palestinien est complètement modifiée. Et d'ailleurs, immédiatement, les Israéliens comme Shimon Peres vont se précipiter dans les médias pour dire « Voyez, maintenant le monde civilisé a compris à qui nous avons affaire ». Et ils vont s'appliquer à amalgamer ceux qui ont attaqué l'Amérique avec les musulmans en lutte dans le monde entier. Et donc, ils vont s'appliquer à réduire le monde en deux camps, celui de la barbarie contre l'Occident, camp du bien.
Le 15 septembre, George Bush parle de guerre contre le terrorisme et pour lui, le terrorisme n'inclut jamais les actions des nations blanches. Le terme terrorisme mélange les crimes de masse qui sont commis par des groupes sectaires qui se réclament de l'islam et les actes de résistance à l'injustice, à l'impérialisme, au colonialisme. Nos shuhada, pour eux, c'étaient des terroristes. Le 20 septembre, Bush appelle les nations du monde entier à répondre à la coalition antiterroriste qu'il veut mettre en place et il crée un ministère de la sécurité intérieure pour gérer les menaces intérieures. Les bombardements américains de l'Afghanistan commencent le 8 octobre, alors même que les oulémas avaient appelé Ben Laden à quitter le pays, tout en lançant un ultimatum contre toute intervention américaine. L'escalade continue. Le 13 novembre, Bush autorise les tribunaux militaires américains à juger des étrangers soupçonnés de lien avec le terrorisme. C'est le début de Guantanamo et plus largement de l'idéologie du choc des civilisations. Après, les gens et les militants ne sont pas restés à regarder sans rien faire. Par exemple, Radio France Maghreb a ouvert son antenne à des tas d'élus, d'imams, de journalistes, d'associatifs pour évoquer la haine anti-musulman qui explosait. Tout le monde avait en tête la guerre du Golfe, l'assassinat de Kelkal, et savait que tout ça allait être décuplé. Immédiatement, tout le monde a senti comment l'islam était pointé du doigt et comment la politique américaine qui avait mené à cet acte était complètement éludée. C'était un genre de Charlie planétaire, de messages émotionnels et haineux et surtout de refus de la pensée. Et donc il y avait des endroits comme là, France Maghreb, qui créaient des espaces pour analyser et échanger sur ce qui se passait. Et ainsi, sur France Maghreb, on a pu entendre Fatna Chouri qui déclarait que les morts innocents américains ne devaient pas servir de justification à une nouvelle croisade du bien, du monde occidental contre le mal, contre tous les barbares musulmans. Elle disait d'autant que les morts d'Irak, de Palestine, de Tchétchénie ou du Cachemire n'ont jamais été pleurés avec autant d'intensité. Tariq Ramadan aussi. Comme son frère, il va faire annuler une interdiction illégale d'entrer sur le territoire français qui a été prise contre lui. Suite au 11 septembre, Tariq Ramadan anticipe déjà la dérive à venir. Il est interviewé par Le Monde et il dit « Ma première réaction, c'est de dire que ces actes doivent être condamnés. On ne sait rien des auteurs de ce carnage, mais cela ne m'étonnerait pas que ce soit les gens que l'on met un peu hâtivement, parfois derrière l'étiquette de Ben Laden. En tout cas, il ne s'agit pas d'une guerre, il s'agit d'un terrorisme bien spécifique qui, contrairement à ce que l'on a dit, ne nécessite pas de gros moyens logistiques. Il nécessite en revanche une longue élaboration, des réseaux de groupuscules bien organisés, sans doute transnationaux mais qui restent marginaux. Le monde de l'islam, dans son immense majorité, condamne ces attentats et ces méthodes terroristes. J'en ai reçu depuis hier des milliers de témoignages. Le danger est que si l'on procède à des analyses trop hâtives et à des amalgames, on va renforcer les clivages et amener à des ruptures plus graves encore que celles qui existent déjà entre le Nord et le Sud, par exemple. J'espère que les États-Unis et l'Europe, dans leur réaction, sauront être prudents. La situation est critique. Le 1er novembre, Nasser Negrouche, dans le Monde diplomatique, écrit « La thèse de l'ennemi intérieur favorise l'augmentation des discriminations raciales qui pesaient déjà lourdement sur la communauté maghrébine et semble donner une nouvelle légitimité morale à l'islamophobie. » Et ces attaques, elles ne sont pas forcément révélées par la presse, c'est surtout de la discrimination qui, à cette période-là, s'assume complètement grâce au climat islamophobe. Nordin Isnasni du MIB, pour sa part, prédit que des répercussions négatives pour un grand nombre de personnes vont avoir lieu, des personnes qui risquent d'être perçues comme des ennemis de l'intérieur dont il faudrait se débarrasser pour garantir la paix sociale. Je pense aux jeunes des banlieues, à tous les Maghrébins de France, mais aussi aux sans-papiers en quête de régularisation, et dont un grand nombre ont déjà été placés en centre de rétention depuis la mise en place du plan Vigipirate. Et ces discriminations sont massives. Par exemple, des sous-traitants dans certains secteurs ont dû blanchir leurs effectifs pour garder leurs clients. À d'autres, on a demandé de venir travailler en l'absence du client. Les frères qui travaillaient dans la sécurité n'étaient pas du tout épargnés. Et dès le mois d'octobre, Lionel Jospin a rogné sur les libertés individuelles, il a étendu les pouvoirs des policiers, il a étendu le cadre des perquisitions. À Durban, les nations blanches voulaient encadrer l'Internet, comme la LICRA et l'UEJF. Eh bien, fin 2001, il est clairement question de surveiller les courriers électroniques. Et donc l'antiracisme institutionnel dans ce contexte est totalement déchaîné. Pour eux, des musulmans qui attaquent l'Amérique, c'est une aubaine politique. Alors Roger Kuckerman, qui n'a plus aucun filtre, le 26 septembre, il est interviewé par le journal israélien Haaretz et il leur rapporte ce qu'il a dit à Sharon. Mais l'offensive du nouvel antisémitisme, elle commence au mois d'octobre par Pierre-André Taguieff,
qui ne l'invente pas, hein. C'est quelque chose qui a déjà été évoqué par Michel Vivorca en octobre 2000 dans le journal La Croix. Mais la différence là, c'est que le papier de Pierre-André Taguieff, il va être le premier d'une séquence où ce thème du nouvel antisémitisme va complètement supplanter celui d'une analyse politique et nuancée du conflit qui se passe dans cette région. Donc c'est dans le Figaro que Taguieff écrit sur ce qu'il appelle les nouveaux visages de l'antisémitisme. Et on retrouve vraiment toute la stratégie de Durban. Il l'écrit. Depuis la fin des années 90, une seconde vague de nouvel antisémitisme balaie la planète, touchant l'Afrique non moins que l'Asie, radicalisant et accélérant le passage de droite à gauche des motifs judéophobes qui ne cessent en outre de s'islamiser. Les principales caractéristiques de la nouvelle judéophobie planétaire sont les suivants. 1. Instrumentalisation massive et virulente de l'antiracisme à des fins anti-juives, ce qu'a monstrueusement illustré la conférence des Nations Unies contre le racisme tenue à Durban. 2. Banalisation des représentations et des arguments annexes du négationnisme. Exemple, dénonciation de la Shoah business. 3. Légitimation empruntée non seulement au vieil anti-impérialisme de type tiers-mondiste et à l'anti-américanisme démonologique, mais aussi aux critiques radicales de la mondialisation néolibérale. Et 4. Interaction avec la vision islamiste du monde, dont la stigmatisation d'Israël en tant que petit Satan vient se mêler aux représentations démonisantes à l'occidental du sionisme. Voilà, tout est posé. Et ce fou furieux va présenter cette communication au Sénat, où l'antiracisme institutionnel se réunit lors d'un colloque intitulé « Les nouveaux visages de l'antisémitisme ». C'est organisé par le Bnei Brit, qui précise quand même que c'est un colloque qui avait été planifié en août pour faire le bilan de Durban. Dans ce colloque, on retrouve les politologues Jacques Tarnero, Alexandre Delvalle, François Daubert, qui est vice-président exécutif de DL, Corinne Lepage, ancien ministre et présidente de CAP 21, le journaliste Alain Griaudret, le vice-président de la LICRA, Richard Serrero, le général Pierre Gallois, et puis un imam converti italien. On retrouve là les gens qui veulent imposer la thèse du nouvel antisémitisme. Ainsi, Jacques Tarnero écrira peu de temps après dans le Figaro un article intitulé « Derrière Oussama Ben Laden, le nouvel antisémitisme », où il dit « Que s'est-il révélé à la conférence de l'ONU sur le racisme tenue à Durban la semaine précédant les attentats aux États-Unis qu'il y a un lien aveuglant, une relation politique et pas seulement politique entre l'exaltation anti-juive étalée au grand jour à Durban et les massacres de Tel Aviv et du World Trade Center. Pourquoi vouloir occulter ou minimiser ce fait qui n'est nouveau que pour ceux qui idéologiquement refusaient d'en prendre la mesure? Il faut nommer la haine anti-juive d'origine arabe et islamique drapée dans du déguisement antiraciste. Il n'y a pas que dans ce mouvement pour imposer la thèse du nouvel antisémitisme, il y a évidemment Alain Finkielkraut, BHL, Gilles William Goldnadel, qui à l'époque écrit le nouveau bréviaire de la haine, Patrick Devedjian aussi. En face, des gens comme Esther Benbassa et Jean-Christophe Attias vont tenter de faire exister un autre discours. Ces derniers vont leur répondre en publiant le livre « Les Juifs ont-ils un avenir ?» dans lequel ils rappellent que chaque génocide est unique et que enfermer le génocide des Juifs dans une singularité absolue, ça porte préjudice aux Juifs eux-mêmes parce que ça peut les conduire à oublier d'ouvrir leur regard à la douleur de l'autre. Mais c'est une parole qui a beaucoup de mal à exister dans l'espace médiatique français, mais médiatique et politique, parce qu'on tend beaucoup de micros au camp adverse. Au mois de décembre, c'est le journal Le Monde qui va offrir une tribune à Arnaud Klarsfeld, où ce dernier va étaler la thèse selon laquelle le problème en Israël et en Palestine, c'est que les Palestiniens et les Arabes refusent un État juif. C'est pas n'importe qui le dit, c'est un avocat qui est jeune, mais qui surtout bénéficie du nom et de la crédibilité de ses parents, qui eux ont mené un combat contre l'antisémitisme en tant qu'historien et chasseur de nazis. Et dans ce grand quotidien, on va le laisser déverser tous les poncifs de l'histoire falsifiée par les sionistes. Dans ce texte délirant, évidemment, il va accabler le grand moufti de Jérusalem, mais aussi les dirigeants arabes. Alors, il les rend indirectement responsables du génocide des Juifs d'Europe parce qu'il dit si les Juifs avaient pu coloniser la Palestine dès cette période, eh bien, il y aurait eu moins de Juifs exterminés en Europe. Et il accuse aussi les dirigeants arabes d'éduquer leur peuple dans la haine des Juifs parce que pour lui, critiquer Israël, c'est de l'antisémitisme, point. Et pour dire le rapport instrumental que ce jeune Arnaud Klarsfeld a au génocide des Juifs d'Europe, il va même se permettre dans ce texte d'accabler davantage la Palestine que l'Allemagne,
à qui il reconnaît au moins d'avoir admis le droit de la France à exister en tant qu'État, ce qui est vraiment dingue. Il ose écrire: «L'État d'Israël a toujours reconnu et respecté les lieux de culte musulmans, ce qui n'a pas été le cas des Arabes. Avant 67, il détruisait les synagogues du quartier juif de Jérusalem, interdisait aux Juifs de prier au mur des Lamentations ou utilisait les pierres tombales juives du cimetière du Mont des Oliviers pour construire des latrines.» Lui est vraiment dans l'exploitation du sentiment anti-arabe qui culmine à ce moment-là. Il essaie de l'exploiter pour dépeindre les pauvres Israéliens victimes des méchants arabes palestiniens. C'est d'une inculture grave, et se dire qu'un journal comme Le Monde l'ait laissé publier ça, c'est quand même étonnant. Mais ça montre bien que la bataille fait rage et que tous s'affrontent à coups de tribune. Eyal Sivan va riposter, il va intervenir aussi dans Le Monde en dénonçant comment l'amalgame systématique entre antisionisme et antisémitisme est devenu la nouvelle arme d'intimidation des amis d'Israël. Et dedans, il vise précisément les institutions juives de France. Il écrit: on en est arrivé à confondre la signification mystique que revêt la terre d'Israël dans le judaïsme avec une revendication territoriale qui n'a plus rien à voir avec la sécurité. Israël est aujourd'hui le seul endroit du monde où les Juifs sont menacés physiquement en tant que tels. Le CRIF déclare pourtant que les Juifs de France, inquiets de voir les jeunes musulmans transporter en France le conflit du Proche-Orient, sont prêts à envisager d'émigrer en Israël pour s'y réfugier, en qualifiant d'antisémites les positions non sionistes et les critiques portées à l'égard de la politique israélienne, et délégitimant un point de vue politique en le confondant avec un propos raciste. Les institutions juives communautaires françaises jouent aux apprentis sorciers et deviennent elles-mêmes vecteurs de violence. Mais ce n'est pas ce camp qui a un rapport de force favorable. Cette année-là, à Montreux, le festival Palestine Regard sur l'occupation est annulé par la mairie communiste parce que le maire dit que le festival ne reflète qu'une partie de l'éventail des thèses et des positions qui s'affrontent au Proche-Orient, et qu'on y voit seulement le radicalisme palestinien et pas le pacifisme israélien. Et en faisant ça, évidemment, le maire a fléchi devant les associations sionistes, et une marche sera organisée pour protester contre cette décision et cette censure. Mais c'est peut-être le journaliste Éric Conan qui aura le mieux synthétisé le problème. Il écrit dans l'Express: on ne luttera pas contre l'antisémitisme en légitimant l'actuelle répression des Palestiniens par Israël. On peut au contraire et malheureusement le développer ainsi. Et c'est exactement ce qui va se passer, puisque les autorités vont constater une multiplication des actes de haine anti-juifs en 2001. En matière de double peine, cette année-là, Rabah Amar Zaimesh sort Wesh Wesh, qu'est-ce qui se passe? C'est pas la première fiction sur la double peine, il y avait déjà eu Cheb en 1991, mais Wesh Wesh, qu'est-ce qui se passe? C'est un film qui est très bon et qui en plus va sortir en DVD en format double avec le film Histoire de vie brisée. Rabah Amar Zaimesh, c'est un natif de la Cité des Bosquets et il a fait ce film avec ses propres fonds. Et comme son film est très réussi, il va même recevoir quelques prix prestigieux. Mais ce qui est à retenir, je trouve, c'est que le type a eu l'élégance de faire le lien avec des doubles peines en lutte. Et ça, c'est vraiment la classe inimitable de nos grands frères. Et 2001, c'est une année à retenir aussi parce que c'est celle du tout premier convoi pour réparation qui démarre le jour de la commémoration officielle de l'esclavage, le 10 mai. C'est un convoi qui dure jusqu'au 22 mai, parce que le 22 mai, c'est la date de commémoration des soulèvements d'esclaves qui avaient eu lieu avant l'arrivée du décret abolition en 1848. Donc le convoi pour réparation, c'est une longue marche organisée en étapes et qui va remémorer tous les lieux importants de l'histoire de la Martinique. Ce convoi débute à Sainte-Anne, qui est la commune où vit Garcin Malsa, l'initiateur du convoi, et le convoi termine au Prêcheur, qui est un lieu où il y a eu de nombreuses révoltes d'esclaves. Les convois ont eu lieu tous les ans depuis, et ça a été un lieu où les afrodescendants ont autant discuté les réparations pour l'esclavage, mais aussi la guérison. Du côté des crimes policiers, c'est l'année 2001 où, après une longue bataille, la famille d'Abdelkader Bouziane, paix à son âme, obtient que le policier aille aux assises. Donc il est renvoyé devant le tribunal pour violence volontaire avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Et les policiers vont annoncer un rassemblement de soutien à leur collègue Laurent Le Chiffre au début du mois de février. Laurent Le Chiffre, c'est l'auteur des coups mortels.
Février, c'est la période des municipales. Donc le maire les soutient, il espère même profiter de cette manifestation des policiers pour faire campagne sur le thème de l'insécurité. Seulement, le MIB et l'association d'Amarie Melin annoncent qu'ils vont organiser le même jour une contre-manifestation avec des gens venus de tous les quartiers de l'Île-de-France. Donc les policiers vont faire machine arrière et annuler leur rassemblement, disent-ils, pour éviter les affrontements. Lors du procès du policier Iblot, le MIB va monter une tente devant le tribunal pour organiser des rassemblements de dénonciation d'une justice à deux vitesses. Et au final, dans ce procès, le policier va être acquitté. Et les policiers vont célébrer cette victoire parce que pour eux, elle symbolise le droit des policiers à se défendre pendant les émeutes. Et puis cette année-là, il va y avoir aussi un mort à Strasbourg qui va décéder noyé en tentant d'échapper à la police. Un jeune de 17 ans aussi qui va décéder au Mureau. Ça lutte aussi dans les prisons. En 2001, pendant 3 semaines, à Fresnes, des détenus ont refusé les fouilles à nu systématiquement et collectivement. Et à chaque fois qu'ils refusaient, ils se retrouvaient au mitard pour 10 jours. Mais ça n'a pas entamé leur détermination. À la fin, l'administration a transféré 2 de ces détenus vers d'autres maisons d'arrêt ou vers des centrales. Et les fouilles, c'était le gros point de tension avec les matons de Fresnes, au point où certains détenus espéraient porter ça devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et ça a lutté aussi du côté de Grasse, à la maison d'arrêt, où une mort suspecte est intervenue pendant l'été, et comme ça arrive souvent, ça a fait monter une révolte. L'administration pénitentiaire a fait transférer 2 détenus, un à Marseille et un à Luynes, parce qu'elle les accusait d'être des témoins gênants. Et puis, rapidement, pour conclure, un exemple de ce que peut produire le racisme écologique, c'est à Toulouse le 21 septembre. Un stock de nitrate d'ammonium explose dans l'usine AZF, qui était une usine classée Seveso. 2500 personnes sont blessées, une trentaine décèdent. L'explosion ressemble à ce qui s'est passé au Liban l'an dernier et crée un séisme d'une magnitude de 3,4. Les gens qui sont morts sont bien sûr des salariés de l'usine, mais ce sont aussi des habitants des quartiers à proximité, dont nombre habitent les quartiers du Mirail et d'Ampalo. Et c'est une catastrophe qui va se vivre très différemment depuis les quartiers. D'abord parce que le journal local va donner beaucoup d'importance à la version d'un attentat terroriste, puisque c'est arrivé 10 jours après le 11 septembre, et les Français étaient dans un total état de panique islamophobe. Ainsi, l'histoire de cette mère de famille qui a traversé la ville à pied pour venir récupérer ses gamins à l'école après l'explosion d'AZF, et qui s'est fait agresser par des passants qui la traitaient de terroriste. Jour après jour, le journal local de la Dépêche du Midi va salir la mémoire d'un salarié arabe. Ce qu'a produit surtout cette explosion, c'est qu'elle n'était pas vécue de la même manière depuis les quartiers pavillonnaires et les quartiers HLM. Quand on est en pavillon, qu'on a sa maison ou son appartement détruit, qu'on a les papiers en ordre, des économies en banque, ça va être difficile de reconstruire, de racheter du mobilier, de faire face au quotidien, de se soigner pour les séquelles, mais ça va être possible. Du quartier, c'est pas du tout la même. D'une part, on dépend complètement de l'office HLM pour remplacer les fenêtres qui ont explosé, et les offices HLM vont mettre un temps infini à le faire. Et donc les gens vont se retrouver avec du provisoire, des fenêtres fermées avec du plastique pendant un temps vraiment très long. Ensuite, quand on a l'appartement qui est démoli, tout le mobilier qui est à remplacer, qu'on n'a pas forcément l'assurance qui était à jour, les choses peuvent être très compliquées. Et beaucoup d'habitants ont dit comment c'est AZF qui leur a fait comprendre qu'ils ne faisaient pas partie de la ville, parce que la mairie ne s'est pas du tout mobilisée pour les habitants des quartiers. C'est-à-dire que les solidarités, pour pallier aux plus urgents, elles sont venues du quartier. Les gens ont dû se débrouiller totalement. Et le maire n'est venu visiter le Mirail qu'après que le groupe politique motivé lui ait mis la pression pour qu'il le fasse, c'est-à-dire qu'il n'envisageait même pas. Et du coup, finalement, ça montre à quel point le fait d'avoir des élus, quelques élus même, au conseil municipal qui sont capables de rappeler un maire à ses responsabilités, ça peut faire une différence. Parce que ce racisme, structurellement, il s'est manifesté surtout dans la légèreté avec laquelle la mairie a laissé des matières dangereuses stockées près de quartiers HLM aussi peuplés que les quartiers du Mirail et d'Ampalo, qui sont les plus gros quartiers de la ville. Et donc, quand on dit nos vies comptent, c'est aussi quand des décisions telles que celles-là sont prises, de mettre en danger des populations entières parce qu'elles ne sont pas blanches et que donc ce risque-là est traité avec légèreté. Bien, on va passer à un deuxième sujet grave, l'islam. Oui. Pourquoi c'est grave l'islam?
C'est grave parce que les gens confondent arabes et musulmans déjà. Tous les arabes ne sont pas musulmans. Il y en a qui sont catholiques, il y en a qui sont juifs. Et puis ensuite, musulmans, on confond aussi souvent avec islamistes. Et on peut être musulman sans être islamiste. Et avec ce qui s'est passé cette semaine à New York, on est inquiet de voir une espèce d'amalgame comme ça. Et de voir démarrer en France une espèce de racisme anti-arabe. Alors que la plupart des arabes et des musulmans réprouvent ce qui s'est passé à New York. Ouais. Il y a un avion qui rentre dans la plus grande tour du monde, c'est irrationnel, quoi. Tu vois, quand l'irrationnel se met à... C'est horrible, c'est aberrant, il n'y a pas de mots. Toutes les formes de terrorisme... Tu vois, je condamne à mort, moi, enfin, je condamne à mort, je veux dire par là que j'arrive pas à trouver mes mots tellement ça m'a choqué. Ça dépasse tout le monde, hein, je te rassure. Hein. Mais je crois que là, on a décidé d'un coup d'aller exterminer tous les terroristes. Mais c'est pas en exterminant les terroristes qu'on va arrêter le terrorisme, c'est justement en exterminant les terroristes qu'on fabrique les terrorismes. Sinon, en Algérie, il n'y aurait plus d'incidents, plus belle lurette. Maintenant, moi, j'ai pas la solution, j'ai pas la science infuse. Simplement, je crois que la solution, elle est politique. Tu vois, la solution, et la politique, c'est quoi? C'est comment vivre ensemble, comment partager le pain, comment partager l'eau, arrêter d'humilier les gens. Tu vois, tout ce que je peux dire, en tout cas, c'est que ça va être difficile d'être arabe ces derniers temps. Ouais. C'est tout. Quand les gens dansent en Palestine, après l'attentat qu'il y a eu donc à New York, vous réagissez comment? Je suis pas à la place de ces gens-là. Moi, je suis contre la mort. Je suis un citoyen du monde. Je trouve ça... La mort, c'est pourri de mourir. Hein. Moi, je préfère, à la place de mourir, d'aller au bain-douche et de me taper l'Adrien à 42, franchement. Hein. Non, mais c'est vrai, tu vois, c'est vraiment... C'est un vrai truc ces mecs-là, ils sont confrontés à la mort matin, midi et soir. Vous me posez la question... D'abord, vous me posez la question parce que je suis arabe? Musulman. Alors, moi, on n'est pas à la place de ces gens-là qui subissent, qui ont une pression incroyable, qui tous les soirs en rentrant chez eux apprennent que leur cousin vient de mourir ou que leur frère vient de mourir. Ils sont là, ils se défendent à coups de cailloux, ils se prennent ils se font tuer tous les jours. Ils mettent ça sur le dos des États-Unis, d'Israël. Israël étant très proche des États-Unis, ils font aussi eux aussi des amalgames, mais c'est 100 fois plus facile. C'est 100 fois plus facile pour eux de faire des amalgames que pour les autres. Je veux dire qu'ils sont dans une situation tellement incroyable, les mecs enfin, je comprends pas du tout, mais je sais pas de mots, moi, je sais pas. Vous pensez que les Américains ont trop aidé Israël? Je pense rien du tout. Enfin non, il y a pas de juste milieu. Tu sais, dans la violence, il y a pas de juste milieu. Je pense que ce qui se passe en Algérie, ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe au Rwanda, ce qui se passe en Irak avec l'embargo, c'est pas normal, c'est pas bien. Moi, je suis dans une position super confortable. J'ai vendu 450 000 cassettes. Je roule dans une super belle voiture. Je rentre chez moi, ma mère elle est là, elle me sourit avec les bras grands ouverts. Moi, tu vois, je peux juste trouver ça horrible et puis prier pour que tout rentre dans l'ordre. Maintenant, je fais pas de politique et puis j'ai pas de solution. Je connais pas les réponses. C'est horrible ce qui s'est passé, d'accord? On n'enlève rien à ce qui s'est passé. C'est horrible. Là, on en parle, c'est à chaud. J'aurais aimé avoir cette discussion avec vous dans 6 mois. J'aurais été beaucoup plus objectif. Là, c'est horrible. Il y a eu des morts. Il y a des femmes qui faisaient le ménage dans la Twin Tower, des portoricaines qui, avec une seule envie, c'était rentrer chez elles. Elles n'ont rien à voir avec tout ce qui se passe, ni en Palestine, elles ont subi comme plein de gens. Et le truc qui m'a quand même assez frappé, je dois l'avouer, c'est que j'ai vu l'information continue depuis que ça est arrivé. J'ai vu que ça sur toutes les chaînes en permanence. J'ai vu aucune image depuis 1 an des morts qu'il y a eu en Irak parce qu'il manquait de gaz pégique. On n'a vu aucune image enfin, on a vu peu d'images du génocide au Rwanda. On nous montre que ce qu'on a envie de nous montrer, et ça c'est déplorable, c'est ce que je dis, il y a une désinformation qui est relou. Maintenant, si on décide de tout nous dire et à nous de porter jugement, là je pourrais avoir un jugement lucide et constructif, mais là je peux rien vous dire, je peux juste vous dire ouais, c'est horrible.